à tous. Alors, je me présente, je suis Guénaëlle Sevray, infirmière en pratique avancée, en exercice libéral au centre médical de Chambourcy et je suis aussi secrétaire au sein de la CPTS Seine-et-Forêt. Alors, donc je vais faire une présentation sur mon mode d'exercice libéral en pratique avancée. Alors, IPA pour qui? Donc, j'ai trouvé ça intéressant de rappeler les intérêts de ce nouveau métier, c'est-à-dire pour les infirmiers. Donc, c'est un mode d'exercice plus autonome avec des compétences élargies entre le champ infirmier médical. C'est un grade master de 2 ans, des études universitaires avec un socle théorique et pratique avec plusieurs mentions. Donc, je rappelle les mentions, parce que souvent on pose la question. Donc, actuellement, il y a la pathologie chronique stabilisée, c'est celle que j'ai choisie. Psychiatrie, néphrologie, oncologie et urgence. Donc, l'IPA, c'est un métier avec des missions transversales en lien avec la santé, permettant un suivi global. Donc, pour rappel, la pratique avancée s'inscrit dans la loi de modernisation légiférée par le décret qui est sorti en juillet 2018. Donc, pour qui aussi la pratique avancée pour les médecins, c'est un travail collaboratif avec un exercice suivi des pathologies chroniques stabilisées et un décharge de temps pour les médecins pour une partie plus médicale et aussi renforcer les liens ville-hôpital. La pratique avancée, c'est surtout pour les patients, améliorer la qualité de soins, coordonner et fluidifier le parcours et optimiser une prise en charge globale d'un point de vue médical, psychosocial et familial. Alors, pourquoi interpeller sur la pratique avancée? Donc c'est un nouveau métier, IPA, une innovation majeure de notre système de santé qui est souvent méconnue, par le grand public, mais aussi par les professionnels de santé. L'IPA s'intègre dans les nouvelles politiques de santé, dans un contexte d'une population qui vieillit, avec de plus en plus de pathologies chroniques, qui demandent un suivi régulier dans une approche holistique. Alors, l'IPA pourrait répondre en partie à optimiser le parcours de soins de patients, en participant au suivi et à améliorer la qualité de prise en charge, en partenariat avec les acteurs de santé du territoire. L'IPA pourrait s'apparenter comme référente de santé et être l'interlocuteur privilégié. Alors, je rappelle donc le cadre légal des modalités d'intervention de la pratique avancée donc en exercice libéral. Donc l'IPA collabore au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par un médecin. Donc pour rappel, l'équipe de soins primaires, c'est une équipe de professionnels de santé coordonnée par un médecin généraliste qui travaille avec d'autres professionnels de santé autour d'un projet de santé pour répondre à des besoins de santé d'une population sur un territoire. Le mode libéral s'exerce sous condition d'un protocole d'organisation qui est signé entre le médecin et l'IPA, qui définit les modalités d'intervention. L'IPA peut collaborer avec plusieurs médecins sous les mêmes conditions, c'est-à-dire la signature d'un protocole d'organisation. Autre condition donc indispensable, le patient il doit être informé et il doit être d'accord. L'IPA doit établir un compte-rendu au médecin avec une sécurisation et confidentialité des données. Et l'IPA doit avoir accès au dossier médical informatisé pour accéder aux données médicales. Dans le protocole d'organisation, il est stipulé aussi le mode des échanges entre l'IPA, le médecin et l'équipe pluripro. Alors, qui peut contacter l'IPA? Donc, les modalités pratiques. Alors, la première consultation IPA, elle doit être initiée par le médecin traitant
avec les critères suivants. En tout cas, moi, me concernant, j'ai choisi donc la mention pathologie chronique stabilisée. Donc, les patients doivent avoir une pathologie chronique stabilisée, que je rappelle. Donc, c'est essentiellement les cardiopathies, AVC, diabète, troubles cognitifs, Parkinson et insuffisance respiratoire. Comme déjà dit, donc l'accord du patient. Ça se déroule selon 4 consultations IPA sur l'année, prises en charge au titre de l'ALD, donc le patient n'avance pas les frais. Le patient continue de voir son médecin au moins 2 fois par an et plus s'il le souhaite. Et à tout moment, le patient peut arrêter le suivi IPA s'il juge que ce n'est pas forcément utile. Et il peut joindre, après cette première consultation, l'IPA sans passer par le médecin traitant. Alors, je fais juste, excusez-moi, Oui. je fais juste une petite parenthèse sur la loi RIS de mai 2023 où il a été pas mal question du primo accès aux IPA. Et c'était donc pour, en fait, on attend le décret pour avoir les modalités d'application pour avoir ce primo accès aux IPA. Donc, pour le moment, c'est pas applicable, en tout cas dans mon exercice libéral. Alors, le rappel des missions de suivi des pathologies chroniques stabilisées, donc en fait, comment se déroule la consultation. Donc, c'est une consultation globale avec une anamnèse, identifier les problématiques de santé, analyse, surveillance clinique, conclusion. Donc, le compte-rendu au médecin, suivi, conseil, orientation, éducation, prévention, prescription des examens, coordination, exercice pluripro, gestion des situations complexes et interaction avec les dispositifs d'appui médicaux, sociaux et les structures donc, du territoire. Et aussi une recherche, enfin une partie recherche sur les pratiques professionnelles. Donc tout ça en lien avec les pathologies chroniques stabilisées, la mention avec les différentes pathologies dont j'ai mentionné sur la slide précédente. Alors, le secteur géographique, donc l'IPA doit intervenir sur un territoire délimité et localisé. En prenant donc mon exemple, mon cabinet se situe donc au sein du centre médical de Chambourcy, donc dans un exercice, dans une équipe pardon, de soins primaires qui est coordonnée par un médecin. Les patients proviennent essentiellement de la commune de Chambourcy, Aigremont, un petit peu Poissy et Saint-Germain-en-Laye. La consultation se fait de préférence au cabinet et peut se faire à domicile si les patients ne peuvent pas se déplacer et en partenariat donc avec les autres acteurs de santé du territoire. Et donc, je suis rattachée à cette PTS Seine-et-Forêt. La durée d'intervention, donc la consultation IPA, elle dure environ 1 heure. Ensuite, elle est un petit peu plus courte, environ 45 minutes. Donc, toujours l'anamnèse, l'examen clinique, utilisation d'échelles si besoin, avec une révision des ordonnances, des vaccins, observation de la biologie, des comptes rendus et différents rendez-vous médicaux pour arriver avec des conclusions cliniques et paracliniques et un compte rendu au médecin et une reconduction systématique des rendez-vous suivi IPA avec le patient. Alors, je vais vous exposer donc mon cas clinique pour que ce soit un peu plus concret de ce que je viens de décrire. Donc, je prends l'exemple donc, de Madame D, 91 ans. C'est une patiente que j'ai suivie il n'y a pas très longtemps. Alors, le motif de recours de cette patiente qui m'avait été adressée par le médecin traitant, donc c'était un suivi IPA depuis 1 an pour une pathologie chronique stabilisée, insuffisance cardiaque. Mais depuis quelques mois, il y avait donc une perte d'autonomie dans les AVQ, des troubles cognitifs majorés et un état de fatigue important. Donc, le contexte de vie. Alors, excusez-moi, je cherche les documents.
Alors, le contexte de vie de la patiente, donc au niveau familial, Madame D est mariée, elle vit avec son mari, donc son mari qui a un état de santé fragile, 3 enfants, petits-enfants, milieu social privilégié, propriétaire dans un pavillon avec jardin. Elle vit donc dans une maison avec des marches, une chambre au rez-de-chaussée, salle de bain avec baignoire, avec aucun aménagement et un environnement très peu sécurisé. Donc le couple prépare les repas, font les courses. Donc ça, c'est le contexte de vie, point de vue familial, social et environnemental. Autonomie et aide. Donc au niveau aide professionnelle, il y a une femme de ménage une fois par semaine et un passage infirmier libéral une fois par semaine pour le pilulier. Il y a des aidants naturels, donc un entourage familial présent. Et on a identifié comme personne ressource la petite fille, Camille, qui est pédiatre, donc qui connaît bien le milieu de la santé. Donc on a ses coordonnées si besoin. Les antécédents allergiques de la patiente, donc PPR, donc pseudopolyarthrite rhizomélique, hypothyroïdie et insuffisance cardiaque. Donc je décris son traitement, donc bisoprolol, Xarelto, Cordarone, Levothyrox, Pantoprazole, Doliprane, 6 douleurs UV-dose. Les interventions IPA, donc un examen clinique complet avec utilisation d'échelle mini GDS. Donc GDS, c'est une échelle pour évaluer l'état psychologique de la patiente. Et donc, en l'occurrence, chez cette personne, on peut voir un état anxio-dépressif. Donc, asthénie, une désorientation dans le temps, un discours lent mais fluide, plus ou moins informatif, perte d'équilibre, chute sans gravité, douleur le matin, donc liée à sa PPR, et observance du traitement qui est un petit peu moins effective ces derniers temps. J'en profite aussi pour faire une révision des ordonnances, voir s'il n'y a pas d'erreur de prise, s'il n'y a pas plusieurs ordonnances qui se chevauchent, et revoir la couverture vaccinale, donc essentiellement grippe Covid, le rappel tétanos. Ensuite, par rapport à l'examen clinique et les problématiques de santé, il y a une proposition d'antidépresseurs à voir avec le médecin. Je révise la biologie et les examens complémentaires, notamment la TSH par rapport à son problème de thyroïde. On fait une évaluation du domicile avec une proposition de renforcement d'aide, proposition pour sécuriser l'environnement. Et donc, je reviens sur les problématiques de santé qui ont été, conclues, pardon, donc syndrome anxio-dépressif, perte d'autonomie avec un refus d'aide de la part du couple, risque d'accident, chute, déshydratation, décompensation cardio-respiratoire. Donc de là, il s'en est découlé une évaluation globale à court terme avec une concertation familiale et médicale. Comme je l'ai dit, proposition d'antidépresseurs avec le médecin, proposition de rendez-vous avec la famille pour discuter du projet du couple, proposition donc d'aide à domicile avec des auxiliaires de vie, sécuriser l'environnement avec des ambulateurs, travaux dans la salle de bain pour des propositions de faire des douches. Donc voilà un petit peu le côté pratique et concret d'une intervention IPA par rapport à une situation un petit peu complexe. Merci. Alors pour conclure, ce qu'il faudrait retenir donc du mode IPA exercice libéral, c'est bien régi par un protocole signé entre le médecin traitant qui initie la prise en charge et l'IPA. Évidemment, l'accord et l'information du patient qui est primordial. Oui, merci Mélodie, avec grand plaisir. Ah. Nature de l'action. Il y a une personne qui n'a pas éteint son micro. Oui.
Alors, la pratique IPA, est bien une prise en charge globale du patient dans toutes ses dimensions. Donc, premier adressage fait par le médecin. Alors, les motifs principaux où le médecin peut m'adresser des patients, donc c'est le suivi des pathologies chroniques stabilisées, une situation complexe, une rupture de soins dans le parcours, des troubles cognitifs, soit majorés, soit qui viennent d'apparaître, et un isolement social. La reconduction systématique aussi des autres rendez-vous entre l'IPA et le patient pour éviter une rupture de soins. Ça, c'est un point essentiel aussi à retenir. Sinon, on a vite fait de les perdre dans la nature. Et aussi un point important et rassurant pour le médecin et les patients et les aidants, c'est que le patient est réadressé au médecin traitant ou vers un médecin spécialiste s'il y a un problème aigu, une aggravation, une dégradation de l'état du patient ou la demande du patient. Donc, j'insiste sur le fait de prévenir la rupture du parcours des soins du patient. J'ai mis 2 liens à la fin pour, alors le premier lien, c'est un récapitulatif des principales missions des IPA destinées aux professionnels de santé, et un deuxième lien, c'est un flyer, que je remets aux patients avec des mots un peu plus simples pour leur expliquer, les missions de l'IPA et comment ça va se passer. Merci beaucoup. Du coup, on enverra le PowerPoint avec, en PDF pour que vous puissiez accéder du coup à ces flyers. Merci beaucoup, Madame Sevray. On va continuer la présentation avec Monsieur Denis. Je vous laisse prendre la parole et si ça vous va, je continue à passer les slides. Très bien. Vous m'entendez bien? Oui. Impeccable. Bonjour à tous. Merci déjà pour cette présentation. Elle était déjà très, très précise. Bien, vous allez voir un peu moins de précision. Je vais surtout essayer de montrer la différence entre la pratique, les pathologies chroniques stabilisées, et puis la mienne, qui est, c'est-à-dire que ma mention, c'est la mention psychiatrie. C'est déjà une première différence. Et puis, vous avez une pratique libérale. Alors, je la connais très mal, moi, cette pratique libérale. Alors, je suis très content d'avoir pu vous entendre. Voilà, donc je suis infirmier en pratique avancée, mention psychiatrie santé mentale. Je suis diplômé depuis 2021 et j'ai commencé vraiment ma pratique, on va dire, en janvier 2022. Donc j'arrive un peu à mes 2 ans d'expérience. Je travaille sur 3 secteurs de psychiatrie. Donc à Poissy-Saint-Germain, au final, c'est le secteur 5, c'est le secteur d'Achères, qui est dont la chef de secteur est le docteur Manuel Arnaud, et à Mantes-la-Jolie, donc au sein du secteur 1 et secteur 2, la chef de pôle est le docteur Marjolaine Cortès. Voilà, je pense qu'on peut tourner le... voilà, alors pour qui? Alors effectivement, c'est pour tous les patients des secteurs de psychiatrie. Je suis un infirmier de 2 secteurs, et donc globalement, tout type de patient qui a un trouble psychique. Alors, par contre, je reviens sur cette histoire du protocole. On a démarré avec des protocoles assez ciblés au départ, protocole d'organisation. J'ai spécifié 3 grands protocoles à l'origine. Je m'intéresse à la schizophrénie principalement, aux troubles dépressifs et aux troubles bipolaires. On a rajouté les troubles de la personnalité récemment, donc je commence à voir d'autres types de typologies de patients. Et puis on s'est rendu compte qu'au final, en secteur, des fois, les diagnostics ne sont pas toujours très, très clairs, se recoupent, il y a beaucoup de comorbidités. Donc on est en train de travailler sur un protocole un petit peu définitif où on va pouvoir accueillir les patients avec tout type de pathologie. Alors c'est très intéressant d'avoir commencé par ça parce que ça m'a permis un petit peu de développer mes connaissances et ma pratique. C'est vrai que l'expérience apporte beaucoup de... l'expérience, c'est important pour développer ses compétences. Voilà, donc pour les patients des secteurs de psychiatrie, donc des 3 secteurs dont j'ai parlé, et puis bien sûr les aidants, les proches, la famille, partenaires et professionnels impliqués dans la prise en charge. J'aurai 2-3 mots à la fin pour parler un petit peu, j'expliquerai un petit peu pourquoi quand j'exposerai quelques cas cliniques. Passer au suivant. Alors les missions, voilà, surveillance clinique et biologique des patients, adressée par les psychiatres avec lesquels j'ai signé un protocole
d'organisation, le fameux protocole d'organisation. Alors c'est important, il y a plein de confusion des fois entre protocole d'organisation, protocole de coopération, qui est quelque chose qui n'a rien à voir. Effectivement, infirmier en pratique avancée, le terme juridique, c'est protocole d'organisation. Et donc, je ne peux recevoir des patients qui me sont adressés uniquement, exclusivement, que par des médecins avec lesquels j'ai signé le protocole d'organisation. La spécificité en psychiatrie et santé mentale, c'est qu'en plus la loi est arrivée un an après, hein, pas 2018 mais 2019, parce que bon, il y avait encore des choses qui n'étaient pas, voilà, pour lesquelles n'étaient pas encore très claires, et donc a été décidé que uniquement les médecins psychiatres, il fallait que ce soit des psychiatres qui adressent les patients atteints de troubles. C'est-à-dire que malheureusement un médecin libéral, un médecin généraliste, un oncologue ou je ne sais quelle autre spécialité ne pourra pas m'adresser de patients atteints de troubles psychiques. Même si le diagnostic est le bon, peu importe, il y aura obligatoirement un passage par un médecin psychiatre. Peut-être que ça va changer. Bon, la loi avance très très vite, il y a beaucoup de changements régulièrement. On va voir ça dans les mois et les années à venir. Bon, voilà, comme je disais, qui contacte, ben voilà, c'est le fameux psychiatre avec lequel le protocole d'organisation a été signé. Alors là, aujourd'hui, je travaille avec que des psychiatres intra-hospitaliers, donc des secteurs. Donc aujourd'hui, je dois avoir 6 ou je dois avoir 7 psychiatres qui m'adressent des patients. Voilà. Alors, par contre, le petit point sur la loi RIST, dont même Servet, je crois, a parlé. Alors, la loi RIST, effectivement, il y a beaucoup de discussions sur cette loi, sur les différents canaux de diffusion, que ce soit sur des fils WhatsApp ou je ne sais quel, je ne sais quoi. En fait, cette loi donc, a été promulguée en mai 2023 et concernant le primo-accès, effectivement, je crois que chez les IPA libéraux, il n'y a pas encore la possibilité d'avoir ce primo-accès. Chez les infirmiers en exercice coordonné, c'est-à-dire entre autres à l'hôpital, il y a la possibilité de faire ce primo-accès. Cependant, il a été décidé aujourd'hui de ne pas le mettre en place parce que j'ai déjà un gros travail sous protocole d'organisation. Voilà, tout ça, c'est des discussions. Attention, j'avance cet élément-là. On n'est pas tous d'accord en général sur l'interprétation de cette loi. Voilà, donc encore une fois, on verra dans quelques mois comment ça va se transformer, comment elle va se discuter et comment elle va peut-être être clairement expliquée par un texte réglementaire. Sait-on jamais. On peut passer à la suivante. Bon voilà, donc ce que je disais à l'instant, hein, il n'y a qu'une seule modalité d'intervention qui a été développée. En tout cas, pour avoir accès à moi, il faudra toujours systématiquement, pour avoir accès à mes services, il faudra systématiquement passer par un psychiatre. Aujourd'hui, en plus, comme je disais, on ne développe pas cette loi RIST. Puis de toute façon, moi, ça me rassure assez. Ça me rassure plutôt parce que c'est plus sécurisant pour ma pratique. Aussi pour une raison, c'est que vous connaissez l'état de la psychiatrie et de la psychiatrie hospitalière. C'est déjà très très difficile voilà, c'est assez compliqué et difficile d'avoir accès à un médecin. Là, ce qui est intéressant, c'est que en m'adressant à un grand nombre de patients chroniques, généralement plutôt stabilisés, eh bien, les psychiatres peuvent se détacher, avoir à nouveau de l'espace, de la place pour éventuellement accueillir aux urgences, pour faire l'accueil de crise, pour s'occuper d'hospice de façon avec un peu plus de temps, un peu plus de finesse que ce qu'ils pouvaient faire ces dernières années. Voilà, donc. Et effectivement, c'est ce qui est en tout cas très apprécié de la part des médecins, en tout cas avec lesquels je travaille. Voilà. Et moi aussi, je suis très content parce que ça me valorise, bien sûr. On va passer à la suivante. Donc, sur les secteurs géographiques dont j'ai déjà parlé, bien sûr, à Mantes-la-Jolie, HR et Poissy. Donc, à Mantes-la-Jolie, les secteurs 1, secteur 2, HR Poissy, c'est secteur 5. Et j'ai une collègue, parce qu'on a aussi, donc je travaille moi, je ne sais pas si vous êtes un peu au clair, l'hôpital de Poissy-Saint-Germain, en fait l'hôpital des Mureaux et celui de Mantes-la-Jolie, ces 3 hôpitaux ont une direction commune. Donc il y a une décision au moment où on a commencé à former les IPA,
la décision a été de créer ce qu'on appelle un département des pratiques avancées, c'est-à-dire que tous les IPA dépendent de l'hôpital de Poissy. Voilà, c'est un coordinateur de la pratique avancée qui s'appelle monsieur Dovel, qui pilote les 8 IPA qu'on a actuellement. Et donc, parmi ces 8 IPA, il y a une deuxième IPA de psychiatrie, on en a un autre en formation, mais une deuxième IPA de psychiatrie qui, elle, travaille sur le secteur des Mureaux et aussi sur un temps sur le secteur de Conflans-Sainte-Marie. Voilà. Et donc, le troisième est en formation actuellement, il est en première année, on attend avec impatience qu'il termine ces 2 années afin de pouvoir nous répartir à nouveau la charge de travail, parce que travailler sur autant de sites, c'est des fois un petit peu délicat. On peut passer à l'autre. Voilà. Alors, la durée d'intervention. Au fond, il n'y a pas de limite. Je dirais que j'ai commencé avec des durées d'intervention d'1 heure. J'avais besoin de ça, parfois pour développer mes compétences. Et puis, au final, aujourd'hui, mon temps de consultation, il se réduit à une demi-heure de consultation sur 6 demi-journées. Avec généralement, je garde toujours une demi-heure de plage d'urgence relative, que j'appelle d'urgence relative. C'est souvent un oubli de se rendre à ma consultation d'un patient qui me rappelle la semaine d'après et qui peut bénéficier de cette plage, ou alors il peut arriver que des événements de vie viennent déstabiliser un petit peu la clinique d'un patient, qu'il arrive avec quelques éléments de souffrance et nous sollicite. Donc cette plage d'urgence supplémentaire est quand même très pratique. J'ai réussi à avoir une demi-heure par journée de cette plage d'urgence. Voilà. Par contre, est-ce que je rajoute en dessous? Bon, je reviens un peu en arrière, excusez-moi, sur le protocole d'organisation. C'est vrai que on a une obligation, on a inscrit dans ce protocole l'obligation d'une consultation médicale annuelle. C'est-à-dire que tous les ans, on a obligatoirement un psychiatre qui va rencontrer tous les patients que je rencontre. Aujourd'hui, je prends en charge un peu plus de 210 patients, principalement des personnes qui ont une schizophrénie. Ces 200 patients doivent systématiquement rencontrer un médecin tous les ans. Pour s'assurer de la qualité de mon travail, pour pouvoir aussi pour qu'ils puissent avoir un œil effectivement sur la clinique. On peut passer à la suivante. Alors, différentes situations cliniques, voilà, j'ai choisi un petit peu comme ça en espérant qu'elles soient assez parlantes. Alors, moi mon questionnement, souvent, c'est dans ma pratique infirmière, pratique avancée, je me demande souvent si je suis infirmier, je suis un interne, je ne sais pas trop. Donc ça, ce truc-là, voilà, je ne suis pas toujours très au clair. D'autant qu'en plus, comme je le disais, il y a une grande demande systématique pour que je rencontre beaucoup de patients, même des personnes avec des troubles un peu déstabilisés, avec des situations un peu non stabilisées. Et la grande demande, c'est d'avoir des prescripteurs ici sur les secteurs. Donc très souvent, vous allez voir, tout ce que je veux décrire est quand même très très lié à ce nouveau pouvoir qu'on a, ce pouvoir de prescription, de renouvellement de traitement. Ce que je rappelle, on renouvelle des traitements. On peut modifier les pathologies, les augmenter, les diminuer. On ne peut pas introduire de nouveaux médicaments, en tout cas pas aujourd'hui. Question peut-être une première prescription bientôt, mais ce n'est pas encore le cas. Et ça sera a priori très restreint, cette première prescription. Donc, en cas clinique, voilà, je parlais par exemple d'un monsieur que je prends en charge, qui a une schizophrénie. Cet homme-là, effectivement, j'en prends beaucoup en charge. Je les prends en charge avec des surveillances mensuelles du traitement par clozapine. Je ne sais pas si vous connaissez ce médicament. Voilà, ce médicament est un médicament qui entraîne des chutes, qui peut entraîner des chutes des nucléaires, des leucocytes, des agranulocytoses. Et donc, tout le travail ici que j'ai à accomplir, c'est effectivement renouveler ces bilans sanguins et de m'assurer, en plus de la clinique. Voilà. C'est un monsieur, effectivement, qui, quand je l'ai rencontré, avait beaucoup de manifestations psychiques, un automatisme mental assez présent. Le psychiatre, à ce moment-là, était aussi en train de tâtonner un petit peu et chercher un petit peu un traitement, un nouveau traitement. Donc, c'est pour ça qu'il a mis en place
ce traitement par clozapine. J'ai dû le suivre, le prendre en charge et le voir toutes les semaines pendant 18 semaines, parce que quand on met en place ce médicament, on a 18 semaines de suivi et de surveillance clinique. En même moment, ces 18 semaines à se voir toutes les semaines permettent d'échanger, de discuter, et j'ai découvert qu'il avait envie de trouver un emploi, parce que il ne savait pas comment aborder ce sujet-là, et comment trouver un travail. En discutant avec l'équipe pluridisciplinaire, ça a été relativement simple. On a décidé qu'on allait l'accompagner vers un ESAT, qu'on a monté un dossier. Il a eu la chance en plus d'avoir on a à Poissy-Saint-Germain, il y a un dispositif d'éducation thérapeutique sur la schizophrénie. Donc on a pu l'orienter aussi dans ce dispositif. Ça a été effectivement assez riche et très très vite. Ce monsieur a eu toute sa symptomatologie qui s'est amendée tout doucement. Alors, pas énormément. On s'est rendu compte qu'avec ce suivi que les traitements par clozapine n'étaient pas très efficaces. On s'est demandé si c'était pas l'éducation thérapeutique et tout ce travail, ces rencontres avec ses autres patients et les professionnels qui lui avaient permis effectivement de découvrir que ces troubles étaient justement des troubles et que ça lui a permis de maintenir à distance. Donc là, on est encore en train de se questionner sur l'intérêt de la clozapine. On est en train de redémarrer sur peut-être la diminuer, de switcher vers un autre psychotrope. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment un travail de réflexion globale avec équipe pluridisciplinaire, psychiatre, moi-même, les infirmières qui s'occupent de l'ETP, et puis là, dernièrement, depuis quelques mois, les AT. Il a d'ailleurs été embauché, il est d'ailleurs embauché en CDI récemment, là depuis un mois. Pour ça, je suis assez content de ce suivi, c'est plutôt satisfaisant et valorisant. Les troubles bipolaires, effectivement, c'est les suivis que je pouvais réaliser. Je fais attention à l'heure. Vous me dites si vous levez la main si c'est trop long. Je pense que je vous laisse encore 2 petites minutes, parce que sinon, okay. Monsieur Ajon n'aura pas suffisamment de temps de parler. Quelque chose que j'essaie de développer, je vais aller directement, que j'essaie de développer avec la plupart de mes patients, c'est un travail d'autogestion des médicaments. Alors, je ne vais pas le faire sur tous les traitements, et encore, tout dépendra des patients, mais principalement, je m'intéresse à tout ce qui va être anxiolytique, benzodiazépine. Vous devez tous connaître ça, des traitements qui ont des anxiolytiques depuis des années et des années. Et donc, j'essaie de remettre en question systématiquement ces traitements. Et je suis assez satisfait d'avoir pu effectivement réduire pour un grand nombre des patients, souvent les benzodiazépines. Maintenant, réduire, c'est bien, les arrêter, ça devient peut-être une étape un peu plus compliquée pour certains, mais ça c'est un gros travail que j'essaie de faire. Et puis les correcteurs d'effets secondaires, ça c'est une petite particularité, c'est quelque chose que j'ai appris, j'ai découvert pendant mes études. Effectivement, on a tendance en psychiatrie à mettre en place des neuroleptiques, et puis il y a la grande crainte que ça crée des effets secondaires importants, et donc très souvent on associe tout de suite des traitements comme le lepticure, la kinéton, mais sans savoir vraiment si effectivement le neuroleptique crée vraiment un syndrome extrapyramidal. Je travaille autour de ça et j'ai réussi, pareil, à supprimer en plus ces effets ces correcteurs en me rendant compte que, en travaillant avec les patients, justement, sur la clinique, sur ce qu'ils ressentaient, sur une diminution. Donc là, en l'apprenant, effectivement, à les autogérer jusqu'à l'arrêt, pour certains, définitif de ces traitements. Ça, c'est plutôt aussi agréable parce qu'on sait que ces traitements, en plus, ont généralement des effets secondaires aussi qui ne sont pas toujours très agréables. Donc voilà. Je m'arrête là. Est-ce que j'ai une conclusion derrière? En conclusion, c'est ça. Ah oui, comment me contacter? Alors voilà, c'est le dispositif de secteur de psychiatrie. Comme je le disais, secteur 5, secteur 1, secteur 2, globalement, il faut contacter directement les CMP. Il y a rarement des voies différentes, il n'y a pas de voies différentes, ou alors ça passe par les urgences parfois. Donc c'est le psychiatre de secteur qui décide de l'adressage. Sinon, j'ai mis mon adresse mail en dessous. On peut effectivement échanger. Si vous le voulez, je répondrai, peut-être pas dans la minute, mais je répondrai à vos mails sans problème. Merci beaucoup, Monsieur Denis. Oui, c'est vrai que le fait qu'on soit 3 intervenants, le temps est limité, surtout si on va avoir un temps de questions à la fin. Donc, on va passer la parole à Monsieur Ajon. Je ne vais pas arrêter mon partage d'écran pour qu'il puisse partager son
support. Bonjour à tous. Je partage donc l'écran complet. Voilà, c'est ça. Bon, désolé, il y aura des photos. Par contre, j'ai pas pour cliquer sur partager, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est bien. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, merci de me recevoir hein, dans votre flash santé. Donc, je vais aller assez vite, étant donné qu'il y a des points qui ont déjà été abordés par mes collègues. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, est-ce qu'on voit bien ou pas? Ou est-ce qu'on... On le voit en mode présentation. Bon, mais... ça ira comme ça ou pas? On peut lire? Oui, ça ira très bien. Donc, petite présentation. Donc, moi, je suis infirmier en pratique avancée. J'avais choisi donc la mention pathologie chronique stabilisée. J'ai intégré cette fonction dans l'établissement, donc le centre de gérontologie clinique de Paul Bellan à Magnanville, donc qui était un EHPAD, enfin qui comprend notamment un EHPAD. Et donc, j'ai intégré l'EHPAD en novembre 2021 pour avoir une petite pour contextualiser un petit peu. C'est un EHPAD qui est assez conséquent à mesure où il y a effectivement une capacité d'accueil de 324 lits. Il y a une petite particularité aussi, c'est que donc, dans cet EHPAD, il y a les compétences médicales, donc ce sont des médecins généralistes qui sont salariés de l'établissement, ce ne sont pas des médecins libéraux qui peuvent venir avec la présence, par exemple, d'un médecin. Là, on est dans quelque chose d'un peu différent, donc ce qui, en mon sens, enfin, en tout cas, moi, m'a facilité mon implantation. Donc, on collabore effectivement ensemble par ce fameux protocole d'organisation dont mes collègues ont parlé. Donc, il y a moi, je travaille autour de 5 protocoles actuellement qui concernent le diabète de type 2, les syndromes coronariens chroniques au sens large, les cardiopathies rythmiques, notamment la fibrillation atriale, qu'elle soit permanente ou paroxystique, l'insuffisance respiratoire chronique, et aussi les facteurs de risque cardiovasculaire. Et à ce jour, j'ai une file active d'à peu près 110 résidents qui varie parfois, par moment. Donc, mes missions, je pense que beaucoup de choses ont été déjà dites avant, mais l'idée, c'est vraiment de renforcer le suivi de certaines pathologies précitées, de libérer du temps médical pour des situations plus complexes, plus difficiles à gérer, que moi, je ne serais pas en mesure de gérer. Apporter du conseil, effectivement, dans certaines situations cliniques complexes dont c'est mon domaine de compétences dans lequel j'ai une expertise. Là, je vais pouvoir être présent, même y compris auprès des médecins, même y compris auprès des équipes de rééducateurs, etc. Proposer aussi, et c'est un volet qui n'a pas forcément, ou alors j'ai mal écouté, non, je pense que j'ai bien écouté, mais je crois que ça n'a pas forcément été bien abordé, le fait qu'effectivement, l'infirmier en pratique avancée peut tout à fait proposer et animer des actions de formation auprès des professionnels de santé. Donc, de manière plus concrète, la consultation, en ce qui me concerne, c'est entre une demi-heure et 1 heure, mais c'est très extensible. C'est une moyenne. Tout dépend de pourquoi je viens les voir. Si c'est juste un suivi de traitement en particulier, ça va peut-être pas me prendre autant de temps, mais finalement, il se peut que les situations se modifient et qu'il y ait des aléas. Donc, il y a des actions de dépistage très importants, clinico-biologiques, paracliniques. Voilà, on a un épouvantail assez large de choses à faire et de travail à faire. On adapte les traitements, évidemment. Les vaccinations, on met à jour, en tout cas, on fait en sorte que tout soit bien à jour, que si ça ne soit pas, on essaie de comprendre pourquoi. On rédige aussi des courriers de liaison qui prennent du temps pour les spécialistes, c'est-à-dire refaire si Madame Intel a rendez-vous avec son cardiologue, il faut qu'on puisse remettre un courrier vraiment qui définit bien, enfin qui contextualise bien, qui relève, qui décrive bien la situation dans laquelle on est, les changements qu'il y a eu, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est appréciable par mes collègues docteurs. Effectivement, on traite les bilans biologiques, c'est-à-dire qu'on les reçoit, on les traite en direct, c'est-à-dire on les analyse, on renouvelle les biologies, on renouvelle aussi s'il y a des particularités, des choses qui ne sont pas tout à fait normales. Voilà. On s'entretient évidemment avec les familles.
en plus effectivement des résidents eux-mêmes. Les familles sont demandeurs parce que en fait on a ce rôle aussi d'infirmier qui est, on est peut-être un peu plus accessible sur certains, déjà en termes de disponibilité, et aussi dans la façon dont peut-être on va pouvoir expliquer les choses, qui vient aussi de notre expérience sur le terrain, du fait que bah, souvent on est mis à contribution dans cette dans la communication. Donc on participe aux réunions de transmission ou d'équipes pluridisciplinaires, puis on a une certaine veille documentaire. Comment on a interpellé bah, on relaie des consultations médicales, ou dans le cas d'un suivi systématique. Donc, par exemple, il y a des personnes que je vais suivre uniquement, bah, comme ma conseillère IPA libérale, bah, ça va être peut-être tous les 4 mois, tous les 3 mois. Mais en fait, tout dépend bah, effectivement d'à la fois de la demande qui peut émaner effectivement du résident, de la famille, d'un soignant ou d'un médecin. En fonction des transmissions écrites ou orales, effectivement, bah, moi j'ai un temps qui est d'effectivement lire toutes les transmissions de tout ce qui s'est passé dans tout l'établissement. Et c'est par le biais aussi de ces transmissions que là, je peux me dire, tiens, là, il y a quelque chose peut-être à faire pour ce résident-là. Peut-être qu'il y a une situation qui est plus dangereuse, où il y a une fragilité qui est plus importante, un risque de chute qui est majoré, etc. Donc là, j'interviens. Et en amont, effectivement, de la rédaction des courriers, puisque j'aime bien rencontrer les personnes avant de passer le relais aux spécialistes. Donc tout ceci, effectivement, demande une certaine autonomie. L'articulation avec l'équipe, donc c'est des échanges écrits, donc forcément, à chaque fois que je rencontre quelqu'un en consultation, eh bien, c'est une observation à la suite, et puis tout est consigné dans le dossier médical. J'ai des échanges oraux, évidemment, avec les autres professionnels de santé, donc soit lors des réunions pluridisciplinaires, soit en amont des consultations. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans le service, et puis vous savez que parfois il y a un turnover qui est important, et pour recueillir l'information, les dernières informations, parfois ça demande du temps, il faut aller voir beaucoup d'acteurs différents, et puis on a aussi ce rôle-là de recentraliser l'information pour avoir une vue un peu plus d'ensemble et plus pertinente de fait. Il y a aussi effectivement des réunions plus spécifiques avec l'équipe de rééducation et des psychologues. Il y a aussi des échanges oraux avec l'équipe médicale. Donc nous, on a fixé donc un échange oral minimum hebdomadaire, c'est-à-dire d'environ 1 heure, mais qui dépend vraiment du contenu des consultations. C'est vrai qu'il parfois il y a des consultations qui sont simple entre guillemets, hein, quand c'est dans de la titration insulinique, etc. Il n'y a pas besoin d'en parler pendant des heures. En revanche, parfois, il y a des situations qui méritent beaucoup plus de temps, et parfois, donc effectivement, ces réunions tendent à s'allonger. En moyenne, on est autour de 45 minutes à 1 heure. Effectivement, il y a aussi une autre manière dans laquelle se produit cet échange avec les médecins, c'est lorsque effectivement on se trouve face à une situation qui est non stabilisée, qu'on pourrait qualifier d'aiguë ou de plus urgente. Donc là, effectivement, c'est du visu, donc, ou par téléphone, et dans des délais qui sont compatibles avec l'état de santé du résident, bien entendu. Je vais vous présenter donc deux cas cliniques qui me paraissent intéressants dans la mesure où ça montre deux cas de figure qui m'arrivent dans le quotidien, c'est-à-dire dans le cas d'une consultation qui est programmée, dans laquelle tout se passe à peu près comme prévu. Donc, le cas clinique, c'est une dame de 62 ans qui m'est adressée par un des médecins gériatres pour effectivement une difficulté d'équilibration du diabète. Donc là, effectivement, j'ai mis une situation clinique qui est relativement simple et pour lequel, effectivement, ça a apporté beaucoup ça a apporté une amélioration un peu globale. Donc, effectivement, j'ai insisté sur le renforcement des règles d'hygiène parce que son profil le permettait. En profiter pour renforcer effectivement l'adhésion thérapeutique, parce qu'au départ, ce n'était pas forcément gagné. L'observance des traitements, ce n'était pas toujours évident. Puis finalement aussi l'adaptation du traitement antidiabétique oral, un point sur la vaccination, puis effectivement à chaque fois des examens cliniques plus ou moins approfondis en fonction de la situation et de pourquoi je viens les voir. Effectivement, si je viens dans le cadre d'un entretien motivationnel, je ne vais pas réaliser un examen clinique très approfondi, alors que quand je viens pour un problème somatique en particulier ou pas, dans le cadre de ce suivi, là je vais être beaucoup plus précis.
Et donc, le résultat, dans cette situation qui se passe bien, il y a des situations qui sont plus difficiles, mais c'est la vraie vie, c'est comme ça. Là, pour montrer qu'effectivement, sans pouvoir vous montrer une étude sur que l'infirmier en pratique avancée peut apporter un bénéfice pour une institution comme la nôtre, je vous montre le cas où ça se passe bien. Donc, effectivement, avec cette dame que je suis donc, depuis à peu près 2 ans, on a quand même bien amélioré son contrôle du diabète. Il y a eu quelques fluctuations, mais elle est restée quand même toujours dans l'adhésion des soins, avec une adaptation aussi thérapeutique qui a été initiée. Voilà, quand j'ai sollicité les médecins gériatres pour leur dire il faudrait qu'on puisse faire en sorte que peut-être le risque hypoglycémique diminue en arrêtant les sulfamides hypoglycémiants au profit d'autres qui existent. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et voilà, on est plus tranquille de ce côté-là. Elle a perdu 7 kilos. C'est bénéfique. Et puis, on a même eu une amélioration du son contrôle sphinctérien du fait de l'obésité, etc., sur lequel il y avait un impact. On a réussi à augmenter, à faire en sorte qu'il y ait des séances d'APA, donc d'activité pratique adaptée, à 3 fois par semaine. Une amélioration de la tolérance à l'effort, oui. Une stabilité thymique chez quelqu'un avec un syndrome anxio-dépressif, et pour lequel aussi on a réussi à diminuer les traitements neuroleptiques, et donc aussi peut-être diminuer la prise de poids par ailleurs. Les rendez-vous ophtalmo sont à jour. Il y a eu des tests de réaliser de dépistage, comme le test de monofilament, pour éventuellement voir s'il y avait une neuropathie pyrrhique. Il n'y en avait pas, il n'y en a toujours pas. Le Doppler de dépistage que j'ai me permet de calculer des IPS, des index de pression systolique, pour éventuellement dépister des artériopathies. Là, c'était négatif, et en plus de ça, il n'y a pas franchement de point d'appel, dans la mesure où on sentait bien, il n'y avait pas de claudication, ni on sentait bien les coups périphériques, donc c'était bien, et la vaccination anti-pneumococcique est à jour. Voilà pour le premier cas. Le deuxième cas, donc là, c'est une toute autre situation. Donc moi, j'interviens effectivement dans quelque chose de programmé, c'est-à-dire que j'avais programmé de rencontrer monsieur L qui a 88 ans, qui a une cardiopathie ischémique stentée, avec effectivement des cours qui avaient un accès de fibrillation atriale. Donc la consultation est prévue à 1 semaine, mais moi, quand je vois cette personne, effectivement, j'ai l'impression de voir quelqu'un de déshydraté. Cliniquement. Donc, du coup, je programme biologie intermédiaire qui était déjà prévue, mais je la mets au lendemain. Je demande à l'équipe soignante et infirmière effectivement de bien quantifier les apports. Il y avait une tension qui était vraiment limite, qui est non habituelle chez ce monsieur, avec des signes d'hydratation. Donc, j'ai décidé de diminuer des traitements antihypertenseurs. Pour être plus précis, j'ai diminué du Lasix. J'ai fait une fenêtre thérapeutique de certains traitements psychotropes, et pour être plus précis, des traitements de somnifères, c'est un Imovane, pardon, et par ailleurs, j'ai averti du coup le médecin. Et donc par téléphone, non pas par téléphone, de visu, dans son bureau, et je lui ai dit voilà la situation, voilà telle qu'elle est. Je vous passe le relais, je vous suggère de prescrire une hydratation sous-cutanée, et de le revoir le lendemain. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions, je tenais à remercier les 3 intervenants, donc Madame Sevray, Monsieur Denis et Monsieur Ajoux, d'avoir pris le temps de préparer ces présentations aujourd'hui. Un grand merci. On a déjà deux questions dans le chat. Donc la première, hop. Savez-vous combien d'IPA libérales exercent sur le département et est-ce que c'est en développement? Alors, il y a peu de IPA libérales qui exercent le département, à ma connaissance, mais à vérifier, on serait 2. Alors, évidemment qu'on espère que ça va se développer. Après, c'est un petit peu compliqué, le mode libéral, parce qu'il y a quand même la partie, faut pas se voiler la face, la partie financière et rentabilité qui rentre en considération. Et ça peut faire peur. Alors, il peut y avoir des aides, mais malgré tout, c'est un frein, je pense, à l'installation des IPA en exercice libéral. Alors, idéalement,
les IPA libérales peuvent intégrer des MSP avec un mode salarial qui peut faciliter l'exercice. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. La personne qui avait posé la question est partie, mais en tout cas, merci beaucoup parce qu'il est bientôt 14 h déjà, donc je pense que avec l'emploi du temps chargé du mois de décembre, mais merci pour votre réponse. Nous avons aussi combien de patients peuvent être suivis par un IPA? Je ne sais pas si c'est... Alors, en me concernant, en fait, on n'a pas de limite. Après, c'est comme l'a dit un de mes collègues, on a quand même beaucoup d'autonomie dans notre mode d'exercice. C'est à nous de remplir nos rendez-vous, de nous organiser, mais on n'a pas du tout de limite de nombre de prises en charge. Je dirais Pareil. qu'après, la limite, c'est en fonction effectivement de votre mode d'exercice, si c'est du libéral ou non, parce que effectivement, vous avez besoin quand même d'une fille active assez importante en libéral pour pouvoir en vivre. Alors, pour que ce soit La question, c'est celle-ci. rentable, entre guillemets, je mets ça entre guillemets. Alors moi, j'exerce en un mode mixte, c'est-à-dire infirmière libérale, donc en termes de soins, que tout le monde connaît, et IPA libérale. Donc, je ne peux pas forcément vous répondre, mais je sais qu'il faut une file active quand même assez dense pour pouvoir s'y retrouver financièrement. Après, je ne vais pas vous dire de bêtises sur le nombre, mais il faut un nombre assez important. Il faudra aller chercher les informations. Je pense qu'il doit y avoir des données fiables, mais je ne les ai pas en tête, je ne peux pas vous dire. Merci. Je crois que la CPTS Val-de-Seine a levé la main. Je ne me trompe pas. Bonjour. C'était juste, j'ai mis dans un petit commentaire du coup dans le chat pour pas bloquer le fil. Mais du coup, on a connaissance qu'il y a une infirmière en pratique avancée qui arrive sur la maison de santé pluriprofessionnelle de Triel sur Seine. Donc, soit elle est déjà arrivée, soit elle va arriver. Et de ce que j'aurais entendu, et en fait, il y a une expérimentation sur le GHT d'une infirmière qui intervient à la maison médicale de Maule, une infirmière hospitalière qui intervient sur une maison de santé médicale. Donc, je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas si on a des retours d'expérience. Merci. Pardon, je suis désolé, j'ai été coupé. J'ai été déconnecté. Moi, la question du nombre de patients, je reviens là-dessus. Effectivement, ça dépend, je pense, effectivement, est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on peut gagner assez de sous pour en faire, pour pouvoir faire, je pense à l'exercice libéral pour pouvoir travailler décemment et gagner sa vie correctement. Moi, j'arrive aussi à un moment où je commence à stopper un petit peu mes prises en charge. J'ai énoncé, je crois, le chiffre de 200 patients à peu près. C'est vrai que je me rends compte qu'au-delà de ça, je commence sur 6 demi-journées de consultation. J'ai du temps qui sert à d'autres activités. Mais sur ces 6 journées, au-delà de 200 patients, j'ai des difficultés quand même à les prendre en charge pour le moment convenablement. Ça va sûrement évoluer avec un peu d'expérience peut-être, mais là, c'est là où je bute un peu personnellement. Merci. Alors, on a une question. Existe-t-il des IPA spécialisés pour l'enfant? Alors, moi, ce que je sais, il n'y a pas de spécialité enfance. Voilà. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir en stage une infirmière qui travaillait en pédopsychiatrie, qui aujourd'hui est IPA en pédopsychiatrie et elle travaille, je crois, à Versailles. Et donc, elle est IPA, ça s'appelle Delphine Salès, elle travaille en tant qu'IPA depuis le mois de septembre à Versailles. Elle s'est spécialisée dans la pédopsychiatrie. Mais le master ne spécifie pas une spécialité personne âgée, enfance, en tout cas pour la psychiatrie. On va prendre une dernière question. Donc, il y en a une sur le chat. Comment les IPA sont recrutés? Je ne sais pas si la question, c'est pour savoir comment ils sont recrutés sur le master, du coup, ou plutôt sur les postes hospitaliers.
si la personne veut bien préciser sa question. Et elle est encore présente. Ah. Oui, madame, je ne vois pas votre nom s'afficher, madame Tolo? Oui. Je vous laisse la parole, madame Tolo. Moi, ce n'était pas forcément pour la réponse à cette question. Même si je pense qu'il y a tout un travail qui est fait, mais là, pour le coup, peut-être que l'expérience de Monsieur Denis, qui a pu bénéficier de la formation en hospitalier, si je ne me trompe pas, a plus les éléments de réponse. Moi, c'était simplement sur en réponse à la CPTS Val-de-Seine qui mentionnait des consultations infirmières au niveau de la maison médicale de Maule. Donc, simplement, c'est pour information, une expérimentation, et ce sont en fait les mêmes consultations des infirmiers de pratique avancée qui sont délocalisés sur certaines demi-journées sur la maison médicale de Maule, mais sont les mêmes IPA qu'à l'hôpital. Voilà. Oui, ce sont mes collègues du département des pratiques avancées de Poissy, Poissy-Saint-Germain, et les spécialités, je crois, qui interviennent à la maison médicale de Maule, si je fais une erreur, c'est l'oncologie, pathologie chronique stabilisée, et je me demande si ma collègue de néphrologie n'intervient pas aussi. Il faudrait vérifier les spécialités, ouais. J'ai un doute également. Voilà. Et pour la question des postes hospitaliers ou extra-hospitaliers, enfin sur le recrutement, alors pour parler de mon expérience, j'ai une expérience de psychiatre, je suis diplômé moi en tant qu'infirmier en 2002, si je ne me trompe pas, c'est ça. En psychiatrie, j'ai une douzaine d'années d'expérience. C'est quand la pratique avancée a été inscrite dans la loi, il y a eu toute une campagne de la part de l'hôpital pour proposer aux IPA, aux infirmiers de psychiatrie de faire ces études-là. Donc on a été, voilà, ça n'intéressait pas grand monde à vrai dire. Tout le monde était assez inquiet sur ce qu'on allait nous demander de faire. Puis bon, c'est pas toujours évident de se relancer dans des études quand on a un peu d'expérience, puis qu'on est un peu installé aussi dans une pratique. Et puis donc moi j'ai décidé de le faire. Donc ces 2 années d'études, je ne sais pas ce qu'on dirait mon collègue, mais je trouvais que c'était un petit peu difficile. Voilà, donc c'était un recrutement en interne. On a eu des budgets, des subventions de l'ARS. Voilà. Aujourd'hui, et donc à la sortie, on avait déjà travaillé des postes qu'on allait avoir. Donc, pendant ces 2 ans, on a travaillé, effectivement, on a réfléchi sur quelle typologie de prise en charge on allait pouvoir, développer notre pratique à la sortie du diplôme. Et ça s'est passé comme ça pour tous les professionnels IPA qui travaillent aujourd'hui au sein de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain, Mantes-la-Jolie et les Mureaux. Maintenant, aujourd'hui, il y a aussi des IPA qui sont formés et qui postulent. Donc, on a une personne qui a postulé récemment. On va voir si on pourra l'intégrer, si on peut voir un poste. Voilà. Et par contre, pour les études, c'est l'aide de motivation et puis un CV. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de concours, je crois, mais il y a une sélection qui est faite à l'entrée avec tout ça. Il faut une certaine expérience d'exercice en tant qu'infirmier avant de pouvoir postuler? Alors non, il n'y a pas d'expérience nécessaire avant de postuler. Par contre, on ne peut pas commencer la pratique IPA si on n'a pas eu au moins 3 ans d'exercice hospitalier. Donc, c'est plus, à mon sens, je pense que ce sera plus intéressant d'être diplômé, de travailler en tant qu'infirmier et après de se lancer dans les études. Ça permet aussi en tant qu'infirmier de savoir ce qu'on... Enfin, là, je parle de mon expérience, de savoir ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse. J'ai mis du temps avant de comprendre que la psychiatrie était la discipline qui m'intéressait le plus. À mon sens, c'est plus intéressant de travailler d'abord avant de refaire les études. Mais on est autorisé, après les 3 ans, de continuer, on est autorisé à continuer directement sur le master. C'est pas interdit. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions. Je vous partage une dernière slide avec notre prochaine rencontre et donc la première de 2024. Donc, on aura l'occasion de rencontrer, de revoir même Audrey Webb qui nous présentera le dispositif MAVI, donc maltraitance adultes vulnérables sur les Yvelines, donc qui aura lieu le 16 janvier 2024 de 13h à 14h.
Encore un grand merci pour ces présentations et ce temps d'échange. Et on vous dit du coup, pour la petite vanne, à l'année prochaine. Je crois que c'est la première fois que je l'entends cette année. Bonne fin de Merci journée. beaucoup. Bonne journée, bonne fête à tous. Merci, au revoir. Au revoir.